Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui de recevoir sur ce podcast La Martingale Pierre-Antoine Dussoulier, qui est le patron fondateur de IBAN First. Salut Pierre-Antoine. Bonjour Mathieu. On a eu, on en parlait tout de suite, un long épisode sur Génération Do It Yourself, donc mon autre podcast. Donc pour ceux qui te connaissent pas, je les invite vivement à écouter cet épisode. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de toute autre chose. Enfin, même si on touche du doigt ces métiers sur Génération Do It Yourself, tu vas m'aider à répondre à une question que je me pose depuis longtemps. Alors moi, j'ai vécu 1 an et demi à l'étranger au total, un peu aux États-Unis, un peu en Angleterre. Je me suis dit qu'en fait, on se posait jamais la question, quand tu es payé en euros, de est-ce que je dois garder tout mon capital en euros ? Et qu'est-ce qui se passe si, je sais pas moi, l'euro dévisse complètement ? Qu'est-ce qui se passe si, est-ce que je devrais pas me dire, finalement, je devrais mettre un peu d'argent de côté en dollars ou en yuan ou en yens, en livres sterling. Voilà. T'es prêt à me répondre à cette question ? Ouais, bien sûr, c'est une vaste question et intéressante. Sachant que toi, tu connais bien les devises, hein. Et je connais bien les devises parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Et je fais toujours ça d'ailleurs avec IBAN First, mais maintenant avec IBAN First, on fait des devises pour le paiement. Donc vraiment, nos clients, c'est des gens qui ont besoin d'une devise pour payer un de leurs fournisseurs ou quelqu'un dans une autre devise. Ouais. Mais donc on fait plus de trading ou d'investissement. Alors que ça, c'est ce que je faisais auparavant. D'accord. Et donc du coup, je pense aussi que je peux bien en parler parce que très souvent, sur l'investissement sur les devises, comme c'est quelque chose qui peut être volatile, où il y a beaucoup d'intérêt à vendre en fait des investissements sur les devises, il y a beaucoup de charlatans entre guillemets quoi. Donc ça c'est un truc je pense qu'il faut dire dès le début, c'est qui est important, c'est que il faut faire attention lorsqu'on est intéressé par les devises, qu'on regarde sur internet, sur YouTube, etc. On tombe sur plein de mecs qui vendent des méthodes, qui racontent des choses qui sont en fait juste souvent des charlatans en fait qui proposent des méthodes de trading, etc., etc. D'accord. Mais les charlatans qui te pompent de l'argent juste parce que t'achètes la méthode et voilà, et que leur méthode est pourrie, ou vraiment des charlatans qui vont te ponctionner de l'argent ou des commissions affolantes ou des choses comme ça? Non, il y a les deux. Il y en a ceux qui vont juste vendre leur méthode, et souvent en fait s'ils vendent leur méthode, c'est qu'en fait leur méthode probablement marche pas parce que sinon ils l'utiliseraient pour eux-mêmes au lieu de vendre la méthode. Après, ça peut valoir le coup quand même de passer un peu de temps aussi avec ce genre de personnes aussi pour parfois juste mais un tout petit peu pour apprendre en fait la base, parce que c'est comme lorsqu'on fait du sport, en fait on a un coach, souvent les professionnels de tennis a un coach qui lui apprend à jouer au tennis, mais malgré tout le coach joue moins bien que le professionnel in fine, mais il peut quand même donner des conseils aux professionnels. Ouais. Donc là, de la même manière, on peut se servir quand même de quelqu'un qui va nous donner les bases en fait pour nous apprendre un peu à faire quelques trucs sur la devise. Parce que comme tout charlatan, je dirais, il y a souvent un niveau de base qui est vrai, qui te rassure et on t'apprend des fondamentaux qui sont pas forcément idiots, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Les bases de la base. Ok. Et après, vaut mieux utiliser des personnes qui ont pignon sur rue, sur tout ce qui est achat de. Ouais. Après, ouais. Alors exactement. Après, c'est pour choisir un broker, un accès au marché. Mais en fait, si on revient au début, parce que ta question, c'était pas ça, on a directement embrayé sur d'autres trucs. Mais en fait, voilà. Mais merci. Voilà. J'allais faire le retour en arrière. Non, mais en fait, mais on y reviendra sur comment t'accèdes au marché, c'est intéressant. Mais oui, la vraie question de fond, c'est est-ce que je garde tout mon argent, 100% de mon capital en euros, sachant que tu as potentiellement acheté des assurances vie, un bien immobilier, un bien, et que tout ça est en euros en fait. Donc si l'euro se casse la gueule, tout mon patrimoine se casse la gueule.
En fait, déjà, il y a une première question, c'est est-ce que tu vis essentiellement dans un monde en euros? Est-ce que tu dépenses en euros? Est-ce que dans le futur aussi, tu dois toujours vivre dans la zone euro? Et si jamais la réponse à ça est oui, en fait, ça sera pas là, tu vas pas réagir de la même manière par rapport aux devises que si la réponse à ça, cette réponse est non. Donc, ça veut dire, si tu dis, peut-être que dans quelques années, j'irai travailler à Singapour, à New York ou à Londres, et peut-être que je vois pas faire ma vie à Paris ou en Europe. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant, en effet, d'investir en fait dans des devises, parce que en fait, le monde c'est pas que l'euro, et si l'euro baisse très fortement, par exemple en ce moment on est sur un euro pendant qu'on se parle qui est autour de 1,10 par rapport au dollar, donc dans un niveau plutôt bas, en fait, et qu'on veut investir ailleurs, en fait c'est peut-être pas un bon moment en fait pour le faire, parce que l'euro est plutôt bas, et donc du coup si on n'a pas prévu le coup et que d'un seul coup on veut investir, acheter quelque chose aux États-Unis, qu'on n'avait pas déjà des dollars et on n'avait pas prévu le coup, en fait c'est peut-être pas le bon moment. Du coup ça peut changer le plan. Donc la première question c'est ça, est-ce qu'on vit, est-ce qu'on va vivre aussi, est-ce qu'on sait qu'on va vivre dans un monde en euros ou pas. Donc ça je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite il y a aussi autre chose, c'est que on se dit, même si on vit dans un monde en euros, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on investit en bourse, par exemple? Est-ce qu'on aime investir en bourse? Et si on aime investir en bourse, c'est généralement, maintenant, les valeurs sympas où investir, c'est plutôt des valeurs américaines, en général. Donc, les valeurs marrantes à trader, ça va être Apple, Google, etc., enfin, Alphabet. Et ces valeurs, elles sont en dollars. Donc, en fait, on a un risque en dollars avec ces valeurs-là. Ça veut dire que pour acheter du Alphabet, par exemple, ou du Apple, il faut que j'ai un compte en dollars. Je peux pas le faire par une manière, je sais pas, par ma banque, BNP, SG, Crédit Mutuel ou je sais pas quoi, et dire je veux acheter de l'Apple. Eux, ils vont forcément me le traduire. Il y aura un taux de change. Je vais me faire au passage... Ouais, non, on peut le faire, mais moi je conseillerais pas de le faire de cette manière-là. Je conseillerais plutôt d'utiliser un broker avec lequel on aurait un compte en dollars. D'accord. Mais on peut quand même le faire, mais de toutes les manières, on a quand même un risque dollar. Ça veut dire simplement la banque va nous charger beaucoup au moment où on va acheter ses actions en dollars, au moment où on va faire le change. Elle va recharger beaucoup au moment où on va les revendre. Donc là, on va se faire avoir en fait sur le taux de change. Mais ça c'est une chose, mais surtout on est en risque de devise. Ça veut dire que si Apple fait plus 10%, mais que l'euro dollar fait moins 10% sur la même période, en fait, on aura fait 0% sur l'investissement. Donc, c'est dommage. C'est con. Ouais. Donc, il vaut mieux essayer de se hedger de cette manière-là et de se dire, voilà, trouver une stratégie liée au risque de devise qu'on prend en achetant des actions dans d'autres devises. Mais alors là, ça devient quand même intellectuellement très compliqué parce que, en fait, à la fin, quand tu commences à faire ce genre de choses, finalement, tu vas avoir un portefeuille de valeurs en dollars avec un portefeuille en dollars qu'il faut quasiment décorréler de ton portefeuille net en euros, ou tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait tu as deux sortes de portefeuilles en parallèle, et finalement la question c'est de savoir si toi ton net worth si ton patrimoine il est en dollars ou en euros, ou si en fait les deux tu vois sont décorrélés. Je sais pas si je suis clair. Ouais, mais alors moi je pense que il y a l'euro dollar, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est comme un balancier en fait, et on regarde historiquement, même avant qu'il y avait l'euro qui existe, il y avait déjà un panier de devises qui ressemblait à l'euro, et en fait on regarde et on s'est toujours situé entre en gros au plus haut 1,55 euro dollar, et au plus bas je sais même pas 0,85 au plus bas du bas, et donc par rapport à ça on peut avoir une idée sur à quel moment l'euro est cher ou fort, et à quel moment il est faible. Et en fonction de ça, on peut se dire à quel moment il faut avoir beaucoup d'euros, et à quel moment c'est un bon moment peut-être d'acheter des dollars et d'avoir un portefeuille en dollars, que ce soit des dollars en cash, donc du dollar, ou alors d'utiliser ces dollars pour acheter des actions. Sachant que si je comprends bien, la politique notamment de Donald Trump est d'avoir un euro plutôt faible pour pouvoir vendre, un dollar plutôt faible pour pouvoir vendre des biens à l'étranger, c'est ça, et être exportateur. Donc du coup, ce qui va entraîner potentiellement par rapport à l'euro un euro plus fort par rapport au dollar au moins.
Donc on est peut-être dans une période où, comme tu le disais, non, je me trompe ou Oui, non, là je vais au-delà de mes compétences, hein, mais non, de toute façon, c'est très dur de prévoir l'évolution du cours des devises. Donc, et de Donald Trump aussi. De Donald Trump, voilà. Donc dans tous les cas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce que tu dis qui se passe, c'est l'opposé. En fait, c'est que l'euro est faible en ce moment. Faible. Oui, tu as raison. Et le dollar est fort. Oui, il serait à 1,5 s'il était fort. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que ça déplaît à Donald Trump. Et en fait, une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que les taux d'intérêt en dollars sont élevés. En ce moment, ils sont à plus de 2%, et les taux en euros, ils sont même négatifs. Ouais. Donc en fait, tout le monde se dit, j'achète du dollar pour le placer en dollars et gagner 2% de taux d'intérêt, parce que si je place en euros, j'ai 0%. Donc, et donc ça, Donald Trump l'a bien repéré. C'est pour ça qu'il se plaint beaucoup auprès de la Fed, en se disant, c'est pas bien, moi je veux qu'on baisse les taux, parce qu'en baissant les taux, le dollar sera plus faible, et si le dollar est plus faible, ça sera meilleur pour les exportations américaines. Ok. Mais c'est pas ça qui se passe, vraiment, pour le moment. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est assez impressionnant, parce que chaque jour qui passe, il y a un gros différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar. Donc, en fait, même sur le cours des devises, si on fait pas du dépôt, mais on fait juste du swap de change, on gagne 1 pips. Donc, 1 pips, c'est 1/100000 de point. Là, le mec m'a perdu. Hein. Swap de change, on gagne 1 pips. Donc, je crois que tu m'as expliqué ça c'est-à-dire achat-vente intraday ou ce genre de choses ou pas vraiment? Ouais, par exemple, c'est si on place ces dollars sur un compte en dollars. Ouais. Pendant une journée, on va gagner 2% sur la journée, donc 2% divisé par 365. Ouais. Et en même temps, si on emprunte des euros, donc à taux d'intérêt négatif, ouais. Donc on fait les euros derrière, ils vont être en base, si je me souviens bien de tout ça, 360, d'ailleurs pas 365, donc on divise par 360 ces euros à moins 0,5, et donc il y a un différentiel de taux d'intérêt de 2,5%. D'accord. Même si c'est sur une journée, si on fait ça sur un gros montant, bah on gagne en fait de l'argent. Ouais, donc en empruntant. Mais le seul truc, c'est qu'on a un risque de change. Ouais. Donc on aura échangé à ce moment-là des euros en dollars. Et donc il faut être sûr de pouvoir pas perdre sur ce risque de change, mais perdre moins sur le risque de change que ce qu'on va gagner sur les intérêts. Et tout cela étant intéressant que si on, en effet, comme tu le dis, on a quand même des montants faramineux à investir, parce que tu fais ça avec 1 000 euros finalement, avec 1 000 euros, ça va pas faire grand chose, mais ça peut quand même aller vite. Hein. Non, 2,5% de différentiel de taux d'intérêt. Ça va très vite. Hein. Donc encore une fois, un pip par jour, même sur 1 000 euros, je sais pas, de tête, je dirais que ça fait 1 euro par jour quand même. Donc c'est non, je dis une bêtise, ça fait pas 1 euro par jour, ça fait beaucoup moins que ça en fait. Mais ça fait, écoute. Je vais te perdre, tu vas te faire un mauvais calcul, donc tu me l'enverras. Ouais, ça fait 25 euros sur l'année, donc d'accord. Ouais, mais enfin bon, voilà. Ok. Et typiquement, ça revient à un des trucs que je me disais. Tu sais, nous, on a j'ai un bureau en Tunisie avec des employés en Tunisie, et je me dis en fait, le dinar s'est complètement cassé la gueule ces dernières années. L'immobilier est potentiellement pour eux assez haut, mais pas hyper haut. Et je me dis en fait, ce que j'adorerais faire, c'est acheter un bureau avec des euros là-bas. Parce que je me dis, en fait, si le dinar remonte à fond et que l'immobilier continue à augmenter, ce qui est possible, ben finalement, je peux faire un levier gigantesque. C'est possible de faire ce genre d'opération ? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors après, tu as juste un risque de change en dinar. Donc, si le dinar se casse la gueule... Encore plus. Le jour où l'immobilier aura monté, mais il faudra que tu revends ton appartement, ou tes bureaux là-bas. Ouais. Et donc après, tu vas recevoir une somme en dinars qu'il faudra rechanger. Et si le dinar s'est vaudré plus que le gain que tu as fait sur l'immobilier, ça annulera. Sachant qu'avec des économies un peu instables, ce que tu as vu comme, je sais pas moi, l'Argentine, c'est toujours l'exemple qu'on donne, j'ai l'impression, ce genre de truc, c'est vraiment très risqué parce que tu te tapes des grosses ardoises, quoi, non, c'est ça ? Ouais. En fait, tout le gain, mais en fait, il faut se dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de free lunch, quoi. Donc, en fait, généralement, de déjeuner gratuit, d'accord. Voilà, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Généralement, si tu as un arbitrage comme celui que tu décris, en fait, il est très probablement lié au risque devise. D'accord. Donc, ce que tu pourrais gagner, en fait, c'est logique. Que l'immobilier monte de cette manière-là, parce que derrière tu as des taux d'intérêt qui sont comme ci, et tu as un taux de change qui est comme ça, et qui fait que donc c'est pour ça qu'il y a cet arbitrage avec de l'euro où aujourd'hui tu peux te financer pas cher. Donc, mais après ça vaut le coup, tu peux quand même faire une très bonne affaire, mais simplement c'est pas non plus garanti, quoi. Oui.
Et c'est ce que tu dis, hein, la difficulté dans tout ça quand même, c'est qu'il y a rien de garanti et que en l'occurrence dans les devises, la volatilité est potentiellement forte, quoi. Il y a très peu de stabilité. Ouais. Plus les devises sont les devises majeures, donc il y a 7 grandes devises qui sont elles plutôt plus stables que les autres. D'accord. Donc l'euro, le dollar, le franc suisse, la livre sterling, le yen, canadien dollar, australien dollar. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour là. C'est 7, ouais. Et ça, c'est les devises qui bougent pas trop. Alors bien qu'il y ait des exceptions, parce qu'il y a par exemple le franc suisse qui il y a quelques années qui a bougé très fortement. On en a parlé. On en a parlé la dernière fois. Mais généralement, ces devises bougent de quelques pourcents, maximum 1% dans la journée, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et tandis qu'il y a des devises plus émergentes, le peso mexicain, le réel brésilien, le rand sud-africain, la lire turque, qui sont des devises qui sont accessibles, mais qui sont très très volatiles. Et là où il y a un vrai risque encore plus élevé qu'avec une devise normale. Alors aussi, ce qui est important de dire, c'est que souvent les gens qui investissent en devises, ils investissent avec un effet de levier. Parce qu'on peut utiliser l'effet de levier sur les devises assez facilement. Et donc, avec un effet de levier, même si l'euro-dollar bouge que de 1%, en fait, ça peut être hyper risqué d'investir sur l'euro-dollar si jamais on sait beaucoup leverager. Donc, d'accord. Si t'as alors j'explique ça dans mes termes. Si t'as emprunté, si t'as mis 1000 mais que t'as emprunté 99 ou généralement, plus pour faire un effet de levier, si tu perds 1%, t'as tout perdu en fait. T'as perdu tes 1000 quoi. Hein, donc voilà. Ta mise initiale, tu l'as plus et puis salut, au revoir. Et alors du coup, si je reviens sur cette question et tes premiers éléments de réponse, alors je prends des populations françaises ou francophones qui nous écoutent. Finalement, je parle d'euros. Je pourrais me dire, il y a beaucoup de gens qui habitent potentiellement à Londres, aux États-Unis ou dans le Maghreb, par exemple. Donc le deal est pas le même. Angleterre, États-Unis, finalement, ça bouge, mais pas trop. Enfin, ça peut bouger, puisque tu le disais, le dollar, quand même, il y a 2-3 ans, c'était plutôt 1,40 €. Voilà. Ou la livre sterling avec le Brexit, là, c'est un gros gap. Hein. Il y a beaucoup de Français qui sont à Londres, qui ont peut-être acheté un appartement à Londres il y a 3 ans. Je connais, oui. Voilà. Oui. Et depuis, la livre a baissé quasiment 20% par rapport à l'euro, et en même temps, ça se trouve leur investissement, même l'immobilier, ouais. Donc en fait, c'est double effet qui se coule. S'ils veulent rentrer en France, ils auront perdu 40%, 50% de leur investissement. Ouais. Donc s'ils sont aussi restés là-bas, ils s'en foutent. Finalement, ça change rien. S'ils veulent rentrer, c'est compliqué. Ouais. Exactement. Ouais, sachant que surtout, tu peux te retrouver avec, si t'as des choses, un emprunt à payer, tu te retrouves avec des choses à payer depuis un salaire en euros qui devient complètement déraisonnable, quoi. Ouais. Sur une valeur qui est pas corrélée. Mais du coup, et si tu reprends par exemple là sur des côtés plus, je sais pas si tu les connais ces devises, mais du coup Maroc, Algérie, Tunisie, ou voilà, t'es français d'origine marocaine. T'as de la famille là-bas, tes parents, tes grands-parents, ou tu sais que tu vas t'acheter une maison là-bas, etc. Tu fais quoi? Tu mais 20% par mois de ton salaire on donne pas de conseils, hein, en l'occurrence, c'est pas l'idée de tout ça, mais il faut, c'est pas l'objectif. Je sais qu'on doit prendre des pincettes là-dessus, mais il faut quand même réfléchir à ce genre de stratégie. Non, écoute, il y a pas de conseils et pas de politique non plus, parce que souvent ces devises sont, en fait, c'est pas des devises qui sont liquides ou très pratiques à utiliser, en fait. Donc, tu peux pas les récupérer comme tu veux, notamment. Voilà, il y a plein de choses derrière. Donc, par exemple, je suis sûr que tu connais mieux la Tunisie que moi. Moi, je connais pas, mais justement, le dinar tunisien sur les marchés internationaux est complètement inaccessible. On peut rien faire avec. Pour l'Algérie, c'est pareil. Le Maroc, il y a plus de choses à faire, mais je sais que typiquement le Maroc, ce qui va être compliqué, ça va être de vendre du dirham, donc le sortir. Il va falloir, ça va pas être si facile que ça. Donc je pense pas que après le dirham aussi est très lié avec l'euro. Donc en fait, il y a très peu de volatilité entre les deux devises. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un gain spécifique à en avoir. Et pas de risque du coup spécifique à rester tout en euros ou... En fait non, mais pour ça je fais pas de politique, mais en fait c'est sûr c'est moins risqué d'avoir des euros que d'avoir ça bouge pas, c'est la même, les deux devises sont pégées, mais
il y en a une où il y a quand même un risque pays avec le Maroc qui est plus important que la France, quoi. Donc en fait, moi je préfère avoir des euros que d'avoir des dirhams, forcément. Mais après, ça peut être sympa d'avoir une maison au Maroc, etc. Et voilà, mais c'est un autre délire. Ouais. Voilà, mais en tant qu'investissement, c'est typiquement pas une devise dans laquelle il y a un intérêt dans laquelle investir, quoi. Okay. Donc, bon, alors mettons que j'ai pour projet de vie, parce que moi je suis un peu entre les deux, tu vois, c'est ça toujours la difficulté dans ta stratégie. Je me dis pourquoi pas vivre à l'étranger un jour, tu vois, et si je me projette, ce serait, je sais pas moi, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, j'en sais rien, tu vois, Kuala Lumpur, non peut-être pas. Mais mettons que j'ai pour projet de vie de me dire dans 5 ans je veux m'installer au Brésil. C'est toujours pareil, c'est des monnaies plutôt instables, donc en fait c'est plutôt dans les monnaies stables où je vais aller chercher des choses, et je vais pas forcément investir dans du réal maintenant en me disant je mets 10% de ce que je gagne en réal pour dans 5 ans. Non, alors, si c'est en pur investissement pour du long terme, je pense qu'il faut regarder les devises les plus liquides que tu peux récupérer plus facilement. Les plus solides. Voilà, donc les 7 qu'on a cités tout à l'heure, je pense que c'est les bonnes. En ce moment, je pense que c'est intéressant, c'est de regarder les seuls qui n'ont pas des taux d'intérêt qui sont négatifs ou très très bas. Donc, d'accord. Par exemple, en ce moment, le dollar, c'est plutôt sympa parce que le dollar a un meilleur rendement. Et là, de manière très simple, juste investir des dollars et les mettre sur un compte en dollars rémunéré, c'est déjà, ça peut être ça peut être comme un investissement avec relativement peu de risque. Enfin, t'as le risque euro-dollar. Mais si tu te dis que dans le futur, tu vas habiter dans la zone dollar à un moment donné, en fait, c'est pas mal parce que tu auras tes dollars déjà là-bas et en même temps, ils seront rémunérés. Donc, en fait, donc ça semble comme être un truc pas très risqué et sympa. Et je fais pas ça avec le Burkina Faso, par exemple. Non. Et très bien. Donc ça, c'est clair. Et alors après, l'autre volet de tout ça, c'est si je me dis à l'inverse, là, je suis plus dans une notion de patrimoine safe, etc. Mais que je vais sur l'autre volet des devises et que je me dis ok, j'ai envie de jouer un peu, tu vois, et de me dire je crois en telle économie, ou tiens, tu vois, il y a un moment, je me souviens quand on était jeune deep, on a à peu près le même âge, je pense, mais on nous parlait à fond des pays émergents. Il y avait un terme qui réunissait les BRICS, non, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai pas tout mis dans les BRICS, a priori j'ai bien fait quand même parce que voilà, mais est-ce que comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu dois regarder dans les marchés? Est-ce que c'est juste te dire tiens, eux, ils ont une économie dynamique donc c'est bien, mais non, parce qu'il y a des taux d'intérêt, il y a des tas de choses. C'est quoi les fondamentaux du trading, si je puis me permettre, de devises? T'as écrit un bouquin là-dessus. Vaste sujet. Ouais. J'ai écrit un livre là-dessus il y a quelques années. Investir et gagner sur les devises, guide complet du Forex. Complet du Forex, exactement. On trouve sur Amazon, je mettrai le lien. Et c'était un livre que j'avais écrit au moment où j'avais créé ma société Cambis qui est devenue Saxo Bank et qui était en fait qui donnait un accès au marché des devises aux particuliers. Donc justement, je trouvais que ça manquait. D'ailleurs, ça manque toujours. En fait, je trouve des livres qui permettent de comprendre un peu plein de choses derrière le marché des devises. Et donc ouais, ta question, c'est devises émergentes. Par exemple, devises émergentes, c'est intéressant parce que je pense que c'est un des moyens les plus simples d'accéder au marché émergent. C'est d'investir sur les devises émergentes parce que comment trouver des actions dans les pays émergents, accéder aux bourses émergentes, c'est extrêmement compliqué. Acheter des obligations d'État émergentes, c'est compliqué. Donc, acheter des devises émergentes, souvent, c'est le meilleur accès qu'on puisse avoir pour avoir un risque pays émergent. Alors après, un risque pays émergent, c'est très, 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 très risqué. Donc, du coup, faut en avoir conscience. Et ça, on peut faire ça avec un broker. Donc, moi, avant, ça a été Saxo Bank. Donc, en fait, chez Saxo Bank, on a la possibilité d'acheter des devises émergentes. Donc voilà, celles que j'ai citées tout à l'heure qui sont intéressantes parce que souvent elles ont des taux d'intérêt élevés et en même temps elles sont liquides. Donc la lire turque, le peso mexicain, le rand sud-africain, je dirais c'est déjà un bon trio. D'accord. Sachant qu'il y a beaucoup de devises. Et tout ce qui est Brésil et Chine, par exemple, ça c'est... En fait, le Brésil, c'est impossible à faire quasiment pour plein de raisons. Et les devises asiatiques, il y en a beaucoup aussi qui depuis la crise asiatique ont vraiment restreint
l'accès aux investisseurs et aux spéculateurs sur ces devises-là. Donc faire du yuan, c'est très dur. En Asie, on peut faire du Thai baht, on peut faire du Singapour dollar par exemple. Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est des devises où il y a des petits arbitrages qui sont marrants à faire. D'accord. Voilà. Mais où il n'y a pas de taux d'intérêt très élevés. Alors Singapour dollar, et chaque devise a aussi un trade spécifique que les gens aiment faire. Donc par exemple Singapour dollar, on sait que le Singapour dollar est fait sur un panier de devises et que la Banque centrale de Singapour protège le Singapour dollar lorsque Singapour dollar sort un peu de ce panier de devises. Ce truc, c'est que ce panier de devises est secret, donc on ne sait pas combien il y a de dollars dedans, combien il y a d'euros, combien il y a de ringgit malaisiens et combien il y a d'yens dedans. Donc il prend une moyenne de devises et il se dit si le Singapour dollar sort de cette moyenne, on intervient. Et ben on intervient. On en achète ou on en vend. D'accord. Et donc le grand jeu, c'est essayer de deviner quel est le panier quand on voit la banque centrale intervenir. Et donc du coup, et si on arrive à deviner quel est le panier, en fait, on peut gagner de l'argent parce qu'on sait quand le Singapour dollar est très très haut et qu'il va baisser parce que la banque centrale va intervenir, ou on sait quand il est très bas. Mais il n'y a pas d'algorithme aujourd'hui qu'on peut calculer tout ça tout seul? Non. Non, il peut changer d'ailleurs, j'imagine. Le panier peut changer, etc., etc. Mais comme c'est secret, enfin, il y en a qui créent des algorithmes pour essayer de comprendre le secret. Mais du coup, c'est ça le type d'opération et de trade que les gens aiment bien faire avec le Singapour dollar. Après, la lire turque, par exemple, aussi, un trade qui est sympa, c'est juste un pur carry trade. Donc, le carry trade sur les devises, c'est le portage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la différence des taux d'intérêt. Donc, c'est que tu te dis que tu vas détenir une devise avec un taux d'intérêt élevé et pour te financer pour la détenir, tu vas emprunter une autre devise avec un taux d'intérêt faible. Donc, tu peux emprunter en euros ou en francs suisses, taux d'intérêt à 0 voire négatif, et tu places ce que tu as emprunté dans ces devises, dans des devises avec taux d'intérêt élevé. Mais tout ça, ça a l'air, j'ai quand même l'impression, alors c'est peut-être l'intérêt justement de plateformes comme Saxo et d'autres, il y en a peut-être d'autres que tu connais, je sais pas, mais c'est que j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive, si je fais ça sur mon compte en banque traditionnelle, je me ferai quoi qu'il arrive griller par les 1% ou je sais pas combien de pourcents de frais d'achat-vente, ne serait-ce que de la devise, puis de l'action, puis de tout ça, tu vois. Enfin. Non. En fait, il faut aller chez un broker vraiment spécialisé. D'accord. Et il faut bien regarder justement tous les petits détails qu'il y a derrière qui permettent de faire ou pas ce genre d'arbitrage. Et donc une banque traditionnelle, ça va pas marcher. Okay. Il y a Saxo Bank et puis sinon il y a peut-être Interactive Broker aussi. D'accord. Qui est un bon broker mais américain, mais qui va permettre de faire ça. Et après il faut avoir le goût de tout ça, il faut passer du temps pour y réfléchir, pour bien le comprendre, parce que il faut pas faire de bêtises en le faisant. C'est ça, parce que toi, il y a ton bouquin, par exemple, tu peux commencer par là, tu peux commencer par d'autres choses, mais enfin, à part le doigt mouillé et le truc de se dire, ça a l'air sympa ce pays, tiens, je crois vraiment que la Turquie s'oriente vers un bon truc, tiens, ils sont en train de sortir de telle crise ou de telle guerre ou tel conflit, je sais pas quoi, etc. Je pense que je pourrais y aller. C'est quand même, c'est quand même un coup à se ouais, d'ailleurs alors je sais pas si c'est légal, mais je me suis inscrit depuis notre dernier échange donc sur Génération Do It Yourself à Saxo. Je te le disais tout à l'heure en préambule de ce podcast. J'ai pas versé l'argent encore, mais je pense que je vais le faire pour tester. Bon, je pourrais essayer Interactive Broker. Enfin, je fais pas de pub spéciale à Saxo. J'ai pas d'intérêt en plus que ça, toi non plus. Mais ils te disent dans le process, et c'est important de le dire ici d'ailleurs, d'inscription, que je crois que c'est 85% ou peut-être 95% des gens qui ont traité sur des devises, je sais pas si c'est que sur des devises, mais sur Saxo en tout cas, ont perdu de l'argent, quoi. Enfin, c'est genre un vrai coup à se brûler les doigts quand même. Ah ouais. Alors après, parce que la plupart des investisseurs vont pas faire tout ce dont on a parlé, ils vont plutôt faire du vrai, enfin du trading, et en faisant du trading de manière active. C'est vrai que t'achètes, tu vends, tu vends, boum boum boum, en faisant un leverage de ouf, quoi. Voilà. Et c'est là où on a un risque important, et il y a des gens qui vont perdre beaucoup. Donc ouais, c'est à peu près ça les statistiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient ça comme un jeu. Alors moi je trouve que si on voit ça comme un jeu et on fait ça que avec des sommes qu'on est prêt à perdre, bah pourquoi pas, il y a pas comme du casino. Voilà, comme du casino. Ouais. Donc mais il faut toujours avoir conscience de que on peut
on peut perdre beaucoup avec un effet de levier et que c'est vraiment le cas. 85% des gens vont perdre. Après, ceux qui gagnent, souvent ils gagnent vraiment beaucoup aussi. Forcément, puisque si la balance à la fin elle est quand même équilibrée. Je veux dire si moins les marges du broker de Saxo Bank qui lui gagne toujours. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup ce business. D'accord. Quand t'es broker, c'est comme quand t'es le casino, quoi. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote avec ça, une vraie anecdote. Hein. J'ai rencontré quand j'étais plus jeune Isidore Partouche, et avec qui j'avais fait un dîner, Casino Partouche, et voilà. Et j'étais encore étudiant à l'époque, etc. Et je l'ai tanné pour qu'il m'explique des méthodes pour gagner au casino. Et parce que je pensais que c'était possible de gagner au casino. Et il me répondait pas, et puis il me racontait des trucs, comment les gens trichaient au casino avec des jetons et tout, etc. Et des faux jetons et tout. Mais je dis mais ça c'est pas gagner, c'est tricher. Et puis au bout d'un moment il m'a dit non, mais tu sais, pour gagner au casino, en fait c'est ce qu'il faut faire, il faut avoir un casino. Donc c'est ça le truc. Et donc sur le marché des devises, j'irai pas jusque là, mais pour gagner facilement, on va dire que c'est plutôt en étant le broker qu'en étant l'investisseur. Après, moi je dis ça, mais moi j'investis beaucoup parce que ça m'amuse aussi. Ok. Et j'ai un track record qui est plutôt pas mal, quoi. Mais je fais ça aussi, mais de manière, j'engage pas des sommes qui m'empêchent de dormir la nuit. Et voilà. Donc toi, par exemple, justement, pour revenir sur les deux questions, et on va revenir sur ce trading que tu fais, comment et pourquoi, et voilà. Mais ton patrimoine, sachant que tu vis en Europe, tes assets, ta boîte, toutes ces choses-là sont en euros. Toi, ton patrimoine est que en euros? Non, j'ai du dollar aussi. T'as du Banksy aussi, d'ailleurs. J'ai du Banksy. Non, mais voilà. T'as du dollar aussi. T'as quelques. Voilà, j'ai du dollar. Parce que tu te dis que tu vas y vivre ou parce que tu te dis que c'est bien d'avoir un peu de dollars quand même? Non, parce que je me dis que c'est bien. En fait, je pense à arriver à un certain niveau de patrimoine aussi. Je pense que c'est sûr. Tu vis dans une économie globale. Ouais. Donc encore une fois, ça. Là, tu réponds un peu à ma question parce que justement, c'est vraiment le fondamental, c'est te dire à partir de combien et voilà. Mais tu vis dans une économie globale. Mais ouais, donc en fait, tu vois, t'es quand même, tu voyages et tu sais pas ce que tu feras vraiment dans le futur non plus. Donc je trouve ça important, mais sans aller dans des devises exotiques, d'avoir du dollar. Donc et ça, tu le fais petit à petit, tous les mois, ou c'est tous les 6 mois? Non, mais quand t'as l'impression que c'est fort et que du coup tu te dis bon là je vais. Non, tu as des opportunités, je sais pas, par exemple immobilières, voilà, comme beaucoup de Français, j'ai acheté l'immobilier à Miami par exemple, voilà. Donc, pendant la crise? Donc du coup, oui, j'ai une bonne, c'était un bon truc. Ouais. Mais tu as laissé ton argent en dollars. Du coup, ça fait des dollars, tu vois. Donc voilà, c'est comme avoir investi sur un compte, avoir acheté les dollars et l'avoir mis sur un compte ensuite. Donc c'est la même chose. Donc voilà, et en même temps j'aime bien prendre des positions sur le marché quand je sens qu'il y a des trucs qui se passent, ça m'excite et donc je fais des trucs, quoi. Donc voilà, je prends des pauses. Là j'ai une pause en ce moment, je suis short euro-dollar parce que je sens que ça va continuer à baisser. C'est ce que vraiment j'ai l'impression que même si on est déjà hyper bas à l'indice, je pense que ça va aller plus bas. Et voilà. Ce que tu appelles je suis short en euro-dollar, ça veut dire que tu vends de l'euro au profit du dollar. Ouais. Mais ça veut avec un effet de levier là. Donc tu vois, du coup c'est pas du cash. Donc j'ai un compte chez Saxo Bank avec lequel j'investis, mais avec un effet de levier. Donc donc encore une fois, c'est combien le levier maximum, tu dis, chez Saxo? Ça a baissé maintenant, justement. Donc en parlant avec mes anciens collègues de Saxo, c'est plus aussi bien qu'avant. Ouais. Alors du coup, c'est plus aussi bien d'être broker qu'avant, parce qu'en fait, quand tu étais broker avant, t'offrais un super effet de levier à tes clients. Donc les clients prenaient des grosses positions. Ouais. Donc ils faisaient beaucoup de trading. Du coup, parfois, le revers de la médaille à ça, c'est qu'il y en a qui perdaient de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des réglementations qui sont apparues. Ils ont dit non. Les gens ne sont pas assez intelligents par eux-mêmes. Vous n'avez pas le droit de leur faire. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve que tout le monde devrait avoir capable de prendre son propre choix. Et si quelqu'un veut prendre beaucoup de risques, il devrait avoir le droit de le faire. Mais maintenant, les gens n'ont plus le droit de le faire. Donc, en effet, l'effet de levier a baissé. Mais moi, par exemple, et c'est combien en gros? Je crois que c'est 30 fois maintenant. Ok, donc tu mets 1000 euros, tu peux emprunter 30 000. Donc tu vas dire je mets 1000 euros 1000 euros en jeu pour acheter 30 et quelques, enfin presque 40 000 dollars ou j'en sais rien.
C'est ça ou c'est l'inverse? Oui, c'est ça. Et puis, tu vois comment ça varie. Et puis, à partir du moment où t'as toujours tes 1000 euros sur le ratio. T'as le droit de garder ta position. T'as le droit de garder ta position. Et par exemple, là, encore une fois, avec ce différentiel de taux d'intérêt, au plus tu vas garder cette position, au plus elle peut te faire gagner de l'argent de manière importante, parce que si t'es leveragé, si t'as une position de 100 000 euros contre dollars, tous les jours, tu vas gagner 2,5% de cette position en ce moment, divisé par 360. Et donc, du coup, quand t'es short, donc euro-dollar, quand t'es 1000 euros, si jamais t'as perdu tes 1000 euros, ta position est coupée automatiquement. Ouais. Et tu peux dire, j'ai 1000 euros en stock, tu peux les remettre pour la suite ou... Ouais. Oui, d'accord. Donc, ok. Parce que c'est ça la difficulté, c'est que du coup, après, faut repartir sur un... Ok. Ça m'effraie terriblement, je trouve ça vertigineux, mais toi, t'as l'habitude, mais... c'est pour ça qu'il faut pas prendre des grosses positions. L'effet de levier, même 30, c'est un effet de levier très important. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, tout le monde a le droit de le faire, et il faut le faire si t'as envie de le faire. Mais si tu veux faire attention, il faut surtout pas prendre ce type d'effet de levier. Ou alors, encore une fois, si c'est pour s'amuser, t'as une après-midi, tu vas dire, ok, c'est comme aller au casino, quoi. C'est vraiment la même chose. Tu te dis, voilà, une après-midi, je vais essayer de doubler ma mise. J'ai un compte avec 10 000 euros, je vais essayer d'avoir 20 000 euros à la fin de l'après-midi. Avec le marché des devises, c'est possible, en étant leveragé. Mais c'est possible aussi qu'à la fin de l'après-midi, t'es zéro. T'es zéro, ouais. Donc, et du coup, tu restes les yeux rivés sur le truc ou t'arrives à te dire non, j'ai posé le truc et puis je regarde ce soir? Quand tu fais ça, t'es souvent les yeux rivés sur le truc. Ouais. Et souvent, c'est en étant les yeux rivés sur le truc que tu vas prendre les mauvaises décisions, justement, parce que t'es trop stressé. Ouais. Tu vois, si t'investis dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, tu vois la valeur de ton bien qui peut monter ou baisser parce qu'on te dit que l'immobilier monte et baisse, mais tu peux pas agir immédiatement. Voilà. Ouais. Là, tu peux agir et du coup, tu vas peut-être prendre la mauvaise décision parce que tu vas être stressé. Tu vas dire, oh là là, j'ai pris la mauvaise décision. Le marché va dans le mauvais sens et donc tu fermes ta position et souvent même tu te retournes ta position. Ouais. Et là, en fait, le marché n'est pas dans le mauvais sens. C'était juste qu'il y avait un petit mouvement et après ça repart. Bon, c'est les portes de saloon. La fameuse, je crois que c'est fin 2018, les marchés ont été très baissiers sur un mois, je crois, 6 semaines, enfin je sais pas. Il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont vendu beaucoup à ce moment-là et depuis c'est boule et ça monte contre toute attente presque, j'ai envie de dire, mais pour beaucoup en tout cas. Et donc du coup ceux qui ont perdu à ce moment-là, ils ont pas gagné sur la montée derrière, c'est ça. Ouais, mais c'est quasi l'avantage des marchés financiers, que ça soit les devises ou les actions, c'est que justement c'est liquide et c'est très accessible, mais ça peut devenir un désavantage pour quelqu'un qui est stressé, qui voudra tout vendre à un moment donné, parce que très bonne stratégie d'investissement sur les actions, c'est d'acheter ces actions et plus y toucher, en fait. Ça, c'est un truc top. C'est ça, sur 20 ans, idéalement. Ouais. Mais alors, du coup, là-dessus, pour revenir sur du techniquement, tu dois savoir comment on fait. Si je veux acheter des devises et peut-être des actions dans cette devise, donc, mettons... du British Petroleum ou du Apple, voilà. Je fais comment techniquement pour avoir le bon... C'est pas chez... c'est Saxo Bank. Si, d'accord. En fait, tu peux acheter les dollars, puis acheter l'action Apple. T'as deux méthodes. Moi, ce que je fais, et ce qui est mieux, c'est que tu ouvres un compte en euros, et puis ensuite, avec ces euros, tu changes une partie de tes euros en dollars, et donc tu ouvres un deuxième compte en dollars, ou alors en livres sterling, donc un troisième compte en livres sterling. Et avec ce compte en livres sterling sur lequel tu as mis des livres sterling, tu vas acheter des actions dans le pays que tu veux. Donc, tu peux me marrer parce que si t'es vraiment vicieux avec ce compte en livres sterling, est-ce que t'as intérêt à acheter des actions en euros? Tu vois ce que je veux dire? Non mais alors, le part complètement en couille, mec. Non, le système, ouais, mais alors c'est bien ça parce qu'en fait c'est marrant parce que à mon époque chez Saxo, on avait donc sur la plateforme, par exemple, tu choisis quel compte tu utilises. Ouais. Et en fait, moi ça m'est arrivé de faire l'erreur en fait. Je sais pas, je voulais acheter de l'or qui est coté en dollars et j'utilise mon compte en euros. Et après, j'ai dit merde, en fait, donc ça c'est débile. Mais bon, après une fois que c'est fait, tu dis c'est pas grave. Et après, donc le cours de change qui t'est facturé et la stratégie que t'as derrière
est moins smart si jamais tu fais ça de cette manière-là. Donc tu dis bon bah tant pis. Mais du coup maintenant il y a une alerte qu'il n'y avait pas à mon époque, donc un truc orange qui te dit ah mais vous êtes en train d'investir dans telle ou telle valeur qui est cotée en dollars, bah utilisez plutôt votre compte en dollars parce que vous avez un compte en dollars. Donc en fait il y a une petite lumière qui dit plus exactement c'est pas le bon compte que vous êtes en train d'utiliser. Et donc voilà. Donc mais bon, mais tout ça aussi c'est de la technique, donc c'est technique, c'est vraiment pas compliqué tout ça, mais simplement il faut c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à rentrer dans tous ces processus. Il faut s'y intéresser et passer un petit peu de temps dessus pour pouvoir le faire. Et après, même si on a passé du temps dessus et qu'on s'y intéressait, c'est pas pour ça, et qu'on arrive à le faire, c'est pas pour ça qu'on va gagner de l'argent non plus. Donc faut être un peu passionné aussi par la chose pour que ça marche. Et avoir le temps de le faire, quoi. Donc, en effet, si tu t'as écouté un épisode de La Martingale à fond sur le Bitcoin il y a 6 mois et que tu t'es mis à fond sur le Bitcoin, ce qui n'était pas forcément une connerie complète au moment de l'épisode, mais maintenant, je sais pas. Peut-être que quoique le Bitcoin, il y a moins de fondamentaux rationnels derrière, facile à lire peut-être que sur les devises, j'en sais rien d'ailleurs. Non, c'est pareil. Alors, franchement, moi j'adore le Bitcoin aussi et j'en ai plein et j'adore ça non parce que c'est en fait le Bitcoin. Tu les achètes en dollars? Et je les achète en dollars, bien sûr. Je les achète en dollars parce que c'est plus facile à acheter en dollars. T'as un meilleur spread sur le dollar et que en général c'est coté contre du dollar le Bitcoin. Donc si t'as un cours en tête, c'est le cours contre dollar, c'est pas le cours contre euro. Donc c'est plus facile de réfléchir face à du dollar. Et donc par rapport au Bitcoin, le fondamental, c'est un peu comme l'or à l'époque. Donc c'est ou le franc suisse à l'époque aussi. C'est quand ça va mal quelque part, le Bitcoin monte parce que c'est une espèce de monnaie refuge. Donc en fait, quand tout va mal, on pourrait se dire aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment le cas, quand tout va mal, on achète du Bitcoin. Donc c'est ça qui est intéressant. Ou alors aussi se dire par rapport à l'évolution de Libra, il y a deux possibilités de le voir. C'est la monnaie virtuelle de Facebook, ouais. Voilà. Tu te dis si toutes les nouvelles par rapport à Libra sont bonnes. En fait c'est bon pour le Bitcoin parce que c'est bon pour l'écosystème, ou quand toutes les nouvelles sont mauvaises face au Libra, c'est bon pour le Bitcoin aussi parce qu'en fait tout est bon pour le Bitcoin. Tout est bon pour le Bitcoin. Mais pour le Bitcoin, je pense que beaucoup de choses sont bonnes en effet, et justement tu te dis en fait quand le Libra va mal, c'est que justement tous les problèmes qu'il y a autour du Libra ressortent encore plus par rapport à toutes les qualités du Bitcoin. D'accord. Donc voilà, donc je dis tout ça parce que là c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont être à fond à Bitcoin et ceux qui aiment les cryptocurrencies en général. Moi je suis que Bitcoin aussi. Voilà, je pourrais être short de tous les autres cryptos et long Bitcoin, et je pense que c'est une très bonne stratégie. Et du coup, tu arrives à être à peu près expert de tout ça quand même, au bout de quelques années, j'imagine. Enfin, ça met du temps, mais c'est la même chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font du crypto aujourd'hui qui viennent du FX parce que c'est exactement le même type de rationnel. Moi, j'ai commencé à faire du Bitcoin avec MTGOX. Donc, ceux qui connaissaient MTGOX, c'était un broker japonais qui était dirigé par un Français au Japon et qui s'est fait hacker. Et donc, moi, je me suis fait hacker un gros wallet de Bitcoin et plus de cash que j'avais chez MTGOX à l'époque. Dur, et avec un Bitcoin qui valait $100 à l'époque. Ouais. Ah oui, donc doublement dur si tu l'avais gardé. Mais je sais pas si je l'aurais gardé après avec la vie de la chose. Je me suis refait hacker une deuxième fois avec Bitfinex. Donc, j'ai toute une aventure autour de ça parce que ça m'a toujours intéressé, mais encore une fois comme beaucoup de gens qui étaient sur le marché des devises, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. D'accord. Et tu y es retourné une troisième fois quand même. Je suis retourné une troisième fois. Et surtout, je suis retourné une troisième fois avec un copain et dans laquelle j'ai investi dans sa société qui s'appelle B2C2. Et c'est une société avec laquelle on fait, et surtout il fait du market making justement de crypto. Et donc c'est quelqu'un qui vient du FX aussi. D'accord. Donc, et lui, en fait, il faisait dans une banque américaine, il fournissait des prix sur l'euro-dollar toute la journée à ses clients. Donc des prix, ça veut dire un prix à l'achat et un prix à la vente. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'arbitrages en fait sur les cryptos. Donc il y avait des cryptos qui sont cotés au Japon sur GMO, sur les gros exchanges japonais en yens.
pour les clients japonais. Il y a des cryptos qui sont cotés en dollars chez Coinbase aux US. Et il y a des différences. Et il y a des différentiels. Si tu arrives à avoir tout en temps réel et si tu arrives à avoir des bons algorithmes tu peux acheter en temps réel en même temps que tu vends sur un exchange si tu as un bon taux aussi dollar-yen. Ouais. Et donc cette société B2C2 fait ça. Et ça marche très très bien et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et aujourd'hui là-dessus, pour finir sur ces, puisque tu t'es fait arnaquer 2 fois sur des bitcoins, t'achètes sur quoi? Alors bonne question. Alors du coup j'achète avec B2C2 qui m'aide à acheter. C'est accessible à tout le monde ça? Non, pas B2C2, mais sinon il y a un truc qui est accessible à tout le monde et que entre guillemets je peux recommander, c'est Revolut aussi. Donc Revolut, alors le seul truc c'est que tu perds une partie du rationnel du Bitcoin qui est de détenir des Bitcoins sur un wallet. Donc tu vas pas spéculer sur des bitcoins que tu vas détenir chez toi, ils vont rester chez Revolut. Donc s'il se passe quelque chose avec Revolut, tu perds des bitcoins. Mais si c'est pour des petits montants, ça peut être vachement intéressant parce que c'est très facile. Alors le spread est hyper cher, tu payes je crois 2,5% de spread, donc c'est important, mais bon, c'est tellement volatile. Le spread c'est achat-vente, il n'y a pas de frais de gestion derrière. Non. A priori, d'accord. Non. Et donc ça c'est top. Sinon il y a Coinbase aussi qui est un gros truc pour acheter des cryptos. Et malheureusement, Saxo Bank fait pas encore de crypto assets. Coinbase, tu achètes vraiment des bitcoins, c'est ça? Ok. Tu peux les laisser chez eux ou tu peux les mettre sur un ledger. C'est sécure a priori, quoi. Enfin, a priori. Ouais. Ok. Et tu vois, encore une fois, d'ailleurs, notre chairman chez Saxo Bank était le CEO de Coinbase jusque récemment. D'accord. Voilà. Donc c'est les mêmes réseaux, mêmes personnes, même. Il y en a beaucoup, oui, c'est les mêmes. Et c'est ça qui me plaît. Et aussi l'autre truc qui me plaît dans cette industrie avec le crypto, c'est que sur les devises, c'est une industrie qui était en premier de professionnels et qui s'est ouverte petit à petit aux particuliers. Donc tu vois, ça fait c'est nous qui avons démocratisé l'accès aux devises aux particuliers en France, mais jusqu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pas possible en fait, si c'était un particulier de vraiment investir sur les devises. Et donc c'était détenu par les professionnels. Du coup, c'est les professionnels souvent à qui on a reproché de gagner de l'argent en incitant des particuliers à investir sur les devises. Les cryptos, c'est le contraire. C'est une industrie qui en premier était faite en fait par des particuliers, des gens qui ont cru très vite aux cryptos et qui ont créé ce marché. Donc ils ont créé le marché souvent de manière un petit peu différente qu'un vrai marché institutionnel. Et ensuite, ce sont les institutionnels qui sont arrivés sur ce marché, donc qui arrivent maintenant sur ce marché. Et ça je trouve ça plutôt stimulant parce que justement le combat entre particuliers et institutionnels est plus équilibré que sur le marché des devises. Ouais. Et justement, il y a beaucoup d'institutionnels qui sont arrivés quand le Bitcoin était au plus haut et qui sont brûlés les ailes. Et donc je trouve ça marrant. Pareil, on est sur quelque chose où je pense que l'une des recettes, en tout cas rare, mais potentiellement qu'on avait vu avec Eric Larchevêque sur un épisode sur la martingale, qui était vraiment de se dire le mieux c'est quand même de rentrer au fur et à mesure, au mois le mois, ou voilà, plutôt que d'y aller all-in sur un mois, comme j'imagine sur les devises, sauf si t'es en full trading, voilà, dans ce que tu disais tout à l'heure. Mais écoute, je te remercie, c'est passionnant tout ça. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai l'impression que t'es quand même à fond sur plein de sujets. Donc, t'es un bon client pour ce genre de choses. C'est quoi, Pierre-Antoine, ta martingale à toi? Je veux dire, tu nous as dit un peu tout ce que tu faisais, mais alors je peux le voir soit dans deux sens. Cette question, c'est le truc auquel tu crois fondamentalement, où tu te dis tiens, moi j'irais, si je devais aller sur un truc, et encore une fois c'est pas un conseil, c'est ta martingale à toi, voilà, ou l'inverse, si t'es plus à l'aise, là où tu dirais à ta mère d'aller si elle voulait pas trop se casser la gueule, mais ou les deux. Bah écoute, non, déjà je ne donne aucun conseil à qui que ce soit parce que je sais pas, je me sens mal à l'aise pour le faire, donc je sais pas. Et moi, ma martingale, c'est juste investir dans les trucs que j'aime. Donc en fait, si j'aime les choses, j'ai envie de pouvoir investir. Donc après, il faut pouvoir investir, il faut pouvoir avoir accès à la chose. Par exemple, le Bitcoin, dès le départ, dès que j'ai compris ce que c'était, ça m'a tout de suite passionné. C'est génial comme truc. Donc, comment on fait pour y accéder? Comment on fait pour investir? Et après,
j'ai essayé de passer du temps à comprendre l'écosystème pour essayer d'investir. Et tout est comme ça. Et par exemple, pour parler de Miami, en fait, Miami, en fait, j'aime bien. J'ai un copain qui me parle du design district, etc. Je trouve ça joli, design district. Donc, on me dit, il y a une opportunité d'investir un petit truc dans le design district. Je me dis, ok, en fait, je vais investir dans le design district. Je vais pas investir dans des trucs qui me plaisent pas. Donc, design district, je trouve ça joli, ça me plaît. J'aime ce qu'ils essayent de faire là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans le design district. Donc, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour tous les types d'investissements, entre guillemets, que je fais. Et je pense que c'est ça qui doit guider. Après, par exemple, je investis beaucoup dans les startups aussi. Et je vais investir que dans des sociétés dans lesquelles j'aime le fondateur, j'aime sa vision et où j'aime le produit. Donc ça va être ça qui vont faire que je trouve que c'est intéressant d'investir. Et in fine, je pense qu'en faisant ça, on arrive à faire des bons investissements. Sachant que ça, tu l'as fait, on va dire, cross... tu viens de parler de Bitcoin. Alors, à chaque fois, tu te renseignes quand même à donf. Hein. C'est quand même un des trucs que tu fais, j'ai l'impression que tu l'as dit en filigrane sur cet épisode, pour comprendre. Mais tu l'as aussi fait, Bitcoin, startup, et puis tu peux parler sur un autre épisode du monde de l'art, notamment, avec probablement un coup de bol monstrueux, mais aussi quelque chose, puis tu l'as peut-être reproduit par ailleurs, mais tu parlais des Banksy ou de choses comme ça dans lesquelles tu avais pu... c'était même pas investir, c'est juste... t'offrir des tableaux, quoi, en fait, à l'origine, c'est ça. Parce que t'aimais ça. Voilà, j'aime ça. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses qui sont assez logiques, en fait, quand tu les vois. Tu t'en rends compte après. Tu vois, tu te dis, tu t'en rends compte après qu'en fait, Banksy, c'était pas cher au moment où je l'ai acheté. C'était sûr, c'est une bonne idée. Il y a plein de trucs comme ça où je pense qu'il y a des choses où maintenant, il y a aussi des choses auxquelles je pense, c'est tout ce qui est rare, en fait. En fait, tu te rends compte que il y a de plus en plus de gens qui arrivent à gagner de l'argent et surtout que tout devient de plus en plus global. Donc en fait, t'as de plus en plus de millionnaires en Chine, par exemple, t'as de plus en plus de millionnaires au Brésil ou partout dans le monde qui, eux, tous veulent investir. En fait, on a tous les mêmes codes, on a tous Instagram, donc on est tous intéressés par les mêmes voitures, les mêmes bijoux, les mêmes super bouteilles de vin, etc., etc. Et donc, je pense que là aussi, quand il y a des choses de qualité qui sont rares, ces choses peuvent que prendre de la valeur. On le voit d'ailleurs avec le VMH, par exemple. VMH, une marque une société qui se développe énormément parce que justement, toutes les sociétés du portefeuille de VMH, en fait, jouent là-dessus. La globalisation de la rareté. Enfin, quelque part, la globalisation de l'effet de rareté ou de te dire on veut tous la même chose, d'accord. Et justement, ils arrivent à très bien gérer ça parce qu'en fait, in fine, il y a je sais pas combien de millions de ceintures Louis Vuitton qui sont vendues. Donc en fait, elles sont pas rares. Mais du moins, on a l'impression qu'elles sont rares et du coup, c'est pour ça qu'on est prêt à les payer cher. Mais du coup, en tant qu'investisseur, je suis persuadé qu'il y a par exemple plein de choses dans le vin ou même dans l'art aussi. C'est pour ça aussi l'art contemporain, ou quand on voit le tableau de Léonard de Vinci qui s'est vendu il y a pas longtemps plus de 400 millions de dollars. En fait, c'est pareil. En fait, il faut ce prix-là parce qu'il y en a qu'un. Fait, c'est unique. Qui va attirer du monde là où il va être exposé, quoi. Ouais. Et il y en a qu'un. Et ça intéresse les milliardaires américains, les milliardaires chinois, les milliardaires du Golfe. Tout le monde le veut, ce truc. Donc quand on a un truc comme ça, la valeur qu'il peut prendre est juste infinie. Donc, à notre petite échelle, lorsqu'on n'est pas milliardaire, il y a quand même des choses, je pense, intéressantes sur lesquelles on peut investir. Et lorsqu'on les trouve, on se rend compte qu'elles sont rares, vraiment, et qu'elles vont intéresser le monde et la culture, et qu'elles touchent une culture qui va être mondiale. Ouais. En fait, elles vont prendre de la valeur. Il y a un peu de bon sens, en fait, finalement, dans tout ça, quand tu prends du recul, quoi. Ouais, mais un bon sens adapté à à la vie d'aujourd'hui, quoi. Un bon sens du 21e siècle, quoi. C'est pas le vieux bon sens, quoi. Donc, par exemple, Banksy, je te disais, Banksy, moi, j'ai vu dans le film Matchpoint, voilà. Woody Allen, il y a un énorme gros plan sur Banksy. Scarlett Johansson aussi. Voilà, mais j'aimais beaucoup le film pour plein de raisons. Et il y a un gros plan sur ce Banksy que je voyais aussi, moi, en allant travailler quand j'allais travailler à Londres. Et je me disais, c'est fou que justement Woody Allen, américain, un film international et tout. Le film.
montre autant ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ce truc, c'était inconnu. Mais je me dis que si c'est inconnu, mais qu'il y a quand même, c'est dans l'air du temps, qu'on commence à en parler, c'est bien. Ça me plaisait. Et puis, ça me plaisait. Donc, je dis, OK, on va en acheter. Et en fait, c'était logique que c'était mal pricé à ce moment-là et que ça allait continuer à prendre de la valeur. Même si j'ai pas du tout acheté pour la valeur que ça pourrait prendre, mais donc voilà. Mais je trouve c'est intéressant de regarder ce côté qu'il y a à la rareté. On est sûr de pas se tromper en achetant, je sais pas, une bouteille de Romanée Conti ou de Pétrus. Il y en a peu et il y a beaucoup de gens dans le monde entier de plus en plus qui veulent en boire. À partir du moment où tu la conserves bien, tu vois, j'ai fait un épisode là-dessus parce que j'en ai récupéré une Romanée Conti, je crois qu'elle doit être de 1960 et quelques. Et en fait, elle vaut rien parce qu'elle elle a été mal conservée. Et quand je dis rien, c'est je crois qu'en fait on me dit tu peux l'ouvrir pour la tester parce qu'honnêtement ça se traite. Alors qu'en vrai, ça doit valoir potentiellement 10 000 € plus, quoi, tu vois. Mais si elle avait été bien conservée. Voilà, faut quand même s'y connaître, tu vois, une fois de plus. Bien les conserver. Un des trucs que j'ai appris dans cet épisode de la Martingale où on parle que je recommande du pinard, c'est notamment quand on conserve, il faut filmer le pinard avec du cellophane. Parce que tes étiquettes, elles seront préservées dans tes caves, etc. Et ça, faut y penser parce que, tu vois, tu le fais pas naturellement, tes étiquettes, potentiellement tes bouchons, etc. Enfin, l'extérieur, s'il y a de la cire et tout ça. Voilà, écoute, Pierre-Antoine, top, je te remercie pour tout ça. C'était passionnant. On rappelle donc IBAN First en 2 secondes. Vous êtes sur la partie alors t'es toujours un fournisseur de pioches, t'es pas sur du trading cette fois-ci, mais sur de l'achat-vente. Donc principalement pour les entreprises, c'est ça. Ouais. Donc je veux faire des paiements ou j'ai des paiements récurrents dans d'autres monnaies. Je passe chez IBAN First, c'est moins cher, c'est plus simple, UX super bien, accueil très très bien avec des gens qui te parlent, un super bureau, j'y suis allé récemment. Donc voilà. Pas très compliqué. Et toi, on te suit sur LinkedIn, par exemple. Essentiellement. Ouais. Pierre-Antoine Dussoulier, voilà, avec une belle photo. Sans cravate. Sans cravate. C'est une private joke entre nous. Je te remercie. Et puis, je te remercie de ton temps. À tous, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de La Martingale. J'ai pas beaucoup de notes sur La Martingale, sur Apple Podcast notamment. Ça permet de remonter dans les classements et il faut mettre un petit commentaire sympa pour dire que le podcast vous plaît. Si vous êtes encore là, c'est potentiellement le cas. Voilà, le poster à un de vos amis, c'est sympa. Et puis voilà, je vous remercie d'être aussi fidèle à La Martingale, et puis n'hésitez pas à me donner de me soumettre des idées d'épisodes sur des choses que vous aimeriez explorer, ça me plaira aussi. À bientôt sur La Martingale, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.